Et là, ben comme promis, on est avec Marc-André Deblois et Philippe Debé, game designers chez Panache Numérique. Je me semble que c'est le nom du studio exactement. Panache Jeux numériques. Jeux numériques. Il manquait le mot jeu. Merci Philippe. Et donc, vous avez lancé il y a 2 semaines Ancestors Humankind Odyssey. Un jeu qui était quand même attendu depuis parce que vous avez annoncé ça il y a environ 4 ans déjà. Donc 4 ans de build-up, d'être quand même assez mystérieux. À travers tout ça, on n'en a pas vu beaucoup de Ancestors avant son lancement et ça a créé un certain engouement envers la chose. Avant de plonger directement dans le jeu, on va souligner évidemment que Panache et Ancestors, vous êtes également co-travailleur avec Patrice Desilets, qui a l'homme derrière, entre autres, Assassin's Creed chez Ubisoft à l'époque. Et je me demandais s'il y avait une pression qui venait de travailler dans la même équipe que le premier jeu post-Assassin's Creed d'un producteur comme Patrice. Ben bonjour Étienne, bonjour Martin. Bonjour. Écoute, je parlerai pas pour Philippe, je vais parler pour moi tout simplement. Personnellement, moi cette pression-là, je peux pas dire que je l'ai sentie. Écoute, faut aussi comprendre que Philippe et moi, on connaît Patrice depuis presque 25 ans. On a commencé à faire du jeu vidéo aux mêmes époques, environ. Donc, la pression qui a pu ou qui pourrait exister est plus celle de vouloir faire un bon jeu. Et moi, ça m'est jamais venu à l'esprit de dire je dois faire ou je dois participer à un jeu qui doit être meilleur qu'Assassin's Creed. C'est pas une référence, c'est pas un palier ou un obstacle que je me suis mis en tête. Donc t'as raison. Et moi non plus, j'ai pas ressenti de pression pour plusieurs facteurs. En fait, d'abord, comme tu le dis toi-même, Patrice, c'est un ami avant d'être un collègue. Et aussi le fait qu'on en a fait des jeux. On en avait fait déjà pas mal de jeux. Donc pour nous, que ce soit un Assassin's Creed, un autre jeu, on fait un autre jeu, puis on le fait du mieux qu'on peut. Et je vous dirais que la pression venait... la pression était plus personnelle de vouloir se dépasser puis de vouloir faire le meilleur jeu possible tout en sachant qu'on n'a pas les 1000 personnes derrière nous que Ubisoft peut décider de débloquer une grande boîte comme ça. Nous autres, on était à la fin, on était 35. Au départ, on n'était pas 35. Donc là, il y avait, je dirais pas de la pression, mais il y avait une certaine forme d'anxiété à savoir, oui, mais ça fait 20 ans que j'ai des idées de gros jeux de game design qui vont dans des immenses jeux avec toute une équipe pour m'aider à réaliser ces idées. Donc maintenant, il faut réduire le scope, faut réduire la portée de ce qu'on doit faire parce qu'on a beau avoir... C'est facile en tant que designer d'avoir des idées pour donner de la job à 2000 personnes. Sauf qu'après ça, si tes idées demeurent sur le papier et sont jamais mises à exécution... Donc, fallait designer en fonction de notre capacité à produire. S'il y avait une pression, c'était plus celle-là que de dire on doit faire quelque chose qui doit être aussi... Il y a vraiment une espèce de avant, après. Il n'y a pas de lien pour vous nécessairement entre ce que vous avez créé là puis la carrière ou le fait que les médias n'ont pas sans, même on le fait même en ce moment. On n'arrête pas de souligner le fait que c'est le premier jeu de Patrice Desilets. Après, en termes d'équipe, c'était quelque chose qui... Les médias ont fait de quoi avec ça, puis vous autres, ça change absolument rien, dans le fond. Non, pas du tout. Moi, ça n'a rien changé. Ça vous a juste donné plus d'exposure plus rapidement. Oui. Je vous dirais que comme studio, on a ressenti le besoin à un moment donné, de gérer les attentes. Mais ça, notre studio est quand même, comme je disais tantôt, la plupart des gens ont de l'expérience. Donc, il y avait des gens qui étaient spécialisés en marketing, en tout ça. Et avec les éditeurs, à un moment donné, on était conscient aussi qu'il fallait gérer ces attentes-là entre Patrice Desilets, qui a un portfolio de AAA et un jeu fait dans un studio de 35. Donc, c'est ça. Mais c'était pas à Marc-André et moi de gérer ces attentes-là. Non, on parle des attentes envers le jeu, mais c'est quoi le jeu? Dites-nous donc en vos mots, c'est quoi Ancestors? Vas-y. En fait, c'est tout simplement, c'est un jeu sur l'évolution. La prémisse est très simple, c'est qu'on offre aux joueurs la possibilité de contrôler un avatar
qui, dans le timeline de l'histoire de la planète Terre, se situe là 10 millions d'années. Et on lui donne des certaines capacités, des outils, et on lui dit, est-ce que tu es capable de gérer et d'apprendre à contrôler ton avatar ainsi que sa tribu, et de le faire évoluer jusqu'à le premier de l'espèce Homo sapiens, et plus vite que la science l'aurait fait. Donc, nous, on le fait un design en conséquence. On s'est imaginé un timeline dans lequel les choses ont dû arriver là, environ 2 millions d'années ou 5 millions d'années. Et après ça, la manière dont le joueur joue et réussit à faire des choses plus ou moins rapidement lui donne la chance d'évoluer sur son propre timeline. Est-ce qu'il peut réussir à progresser dans le jeu plus rapidement que la science? Fait que ça, c'est la prémisse. Maintenant, la suite du jeu s'exprime et se déroule dans un immense monde ouvert dans lequel tous les outils possibles sont disponibles aux joueurs. Il n'en tient qu'à lui à les découvrir, à expérimenter et à faire des liens que nos ancêtres ont dû faire à un moment donné pour passer de proie à prédateur. Ouais. Narrativement, on était, je m'excuse, mais narrativement, en fait, c'est quelque chose c'est quelque chose à laquelle on a été confronté très rapidement, c'est-à-dire que on donne aux joueurs un avatar qui est un hominidé d'il y a 10 millions d'années, mais le joueur, lui, c'est un homo sapiens qui est allé à l'école, il sait déjà pas mal de choses. Alors, comment le mettre dans cette situation-là si on lui dit, ben non, tu peux pas prendre des pierres pour essayer de tailler un bout de bois, parce que le premier hominidé ne faisait pas ça. Ben là, il y a comme un conflit narratif entre qu'est-ce que c'est l'avatar versus qu'est-ce que c'est le joueur. Et on a pris le pari de dire non, s'il pense à le faire, qu'il le fasse, et il l'aura fait avant ce que présuppose la science. Donc, et c'est de fil en aiguille, que c'est dit, ben c'est justement ça qu'on propose aux joueurs. Est-ce que tu es capable de faire évoluer ces primates-là plus vite que ce que la science présuppose? Donc, c'est ça. Ça joue sur un thème, vu que le jeu a été qualifié de jeu de survie, évidemment, on pense à toute une lignée de jeux qui a commencé avec Minecraft, combiner des éléments, tout ça, mais là, c'est drôle parce que tu es dans un jeu où tu prends la roche, tu prends le bâton, mais au début, tu sais pas quoi faire puis tu peux pas le faire, t'sais. Fait qu'essentiellement, t'es comme bloqué, tu joues sur une mécanique qu'on connaît bien, qui est de créer des choses, mais au début, t'as comme pas le droit de le faire parce que ton cerveau est pas... Non, c'est ça. En fait, la seule barrière, en fait, pas la seule, mais la principale barrière du jeu, contrairement à bien des jeux dans lesquels il y a des gates, c'est-à-dire que tant que t'as pas trouvé le 12 à pompe, tu pourras pas faire exploser la serrure de la porte. Donc, la porte est barrée. Nous, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de 12 à pompe. En fait, il est là, le 12 à pompe, dès le départ dans le jeu. C'est à toi. T'as-tu pensé à t'en servir? Et la seule barrière, c'est celle de ton imagination ou que tu n'as pas réussi à expérimenter ou à découvrir. Et donc, c'est un jeu qui est ouvert en soi et la seule limite est celle que le joueur pourrait être confronté par rapport à lui-même, tout simplement. Oui. Mais t'as raison qu'au début du jeu, effectivement, tu ne peux pas frapper une pierre sur un bâton. Mais tu y as pensé, tu le sais que tu aimerais ça le faire, et rapidement, parce que là, il y a un développement neuronal, en fait, c'est comme ça qu'on a mis en scène la progression de l'avatar, mais rapidement, tu peux débloquer ça, parce que tu y as pensé, tu sais où la chercher, puis tu mets de l'énergie neuronale là-dedans, et après à peine 15-20 minutes de jeu, tu peux déjà faire un bâton, ce qui, dans les faits, est arrivé peut-être 6 millions d'années plus tard, selon la science, là. Donc, nous, on te l'offre quand même. Heureusement, nous, on a un laptop qui nous permet de le faire après 15 minutes. C'est ça. Si vous me permettez, les gars, la préhistoire, étonnamment, n'a pas été un thème qui a tant été exploité dans les jeux vidéo, il me semble, à moins que je me trompe. Là, vous dites... Tu rock, man? Ouais. Comment? Est-ce que ça a été difficile d'explorer ce thème-là? Il y a de la recherche associée à ça, moi, on pense à un jeu comme Far Cry Primal qui est sorti il y a quelques années, mais c'est pas du tout la même chose. Mais tu sais, la thématique, cet univers-là, est-ce que c'était difficile à développer? Honnêtement, tu poses pas la question aux bonnes personnes parce que Marc-André et moi, on tripe à faire ça. Fait que c'est pas dur. Hein. C'est vraiment, comme on tripe là à chercher, à dire ah oui, as-tu vu, il pense que ça a été fait comme ça. Ah ouais. Puis on tripe. Fait que c'est pas difficile. Ça a été en fait un exercice. Ça a été un exercice très stimulant. Je m'explique, c'est que
on peut pas se permettre de dire, notre personnage va développer une vision nocturne à la Splinter Cell. Parce que c'est de la science-fiction et on peut pas avoir des yeux qui voient dans le noir à part d'avoir une machine électronique. Bon. Mais il faut offrir aux joueurs la capacité d'apprendre des choses. Donc, si je me mets à saigner, y a-t-il vraiment une plante dans la vraie vie qui permet d'accélérer la coagulation du sang? Donc, les recherches qu'on a dû faire sur tout ce qui est gaming, en fait, de trouver un équivalent dans la vraie vie qui a un facteur de cohérence fort raisonnable. Donc, c'était une recherche sur la nature, sur la faune, sur la flore d'il y a 10 millions d'années. Donc, et il n'y a pas beaucoup de données, en fait. Non. Sur les animaux, sur les outils, bon, ils trouvent des fossiles et tout ça, mais moi, j'ai été... Parce que, bon, une de mes responsabilités, c'était ce qui se mangeait dans le jeu, et il y a surprenamment très, très peu d'informations sur la flore préhistorique. Il n'y a pas beaucoup de... Quels fruits sont indigènes à cette partie-là de l'Afrique, à ce moment-là? C'est à peu près impossible de trouver cette réponse-là. C'est très difficile. Même chose pour est-ce que les animaux pouvaient se soigner? Comment se soignent-ils? On a trouvé là des pistes de réponse. Tout ce qu'il y a dans le jeu actuellement est une dans certains cas, est très réaliste, mais dans d'autres cas, c'est une extrapolation. Oui, puis de tout réunir dans le même microcosme aussi. Là. Oui, c'est ça. On a pris certaines libertés, comme dans le domaine de la nature, la zoopharmacologie, c'est l'habilité des animaux à s'auto-médicamenter. Des fois, c'est en mangeant de la boue parce que ça tue des parasites dans l'estomac. Sachant que ces comportements-là existent, on a tiré un corollaire en disant c'est très possible qu'il y a 10 millions d'années, l'hominide, l'ancêtre commun des grands singes et des humains, a pu, à force de manger des choses, faire des liens. Dire, hey, je me sens pas bien, j'ai remarqué que quand j'ai mangé ça, ça allait mieux. Qui est un début de la médecine, si on veut. Donc, à partir de l'instant où on remarque des comportements aujourd'hui qui existent dans le monde animal, c'est pas si tiré par les cheveux que ça que d'anticiper que ça pouvait exister. Et nous, on l'a mis en scène, le début de ce qu'on appellerait dans le temps un apothicaire. Donc, il y a certaines plantes qui ont des vertus curatives que si tu découvres, tu peux améliorer le sort de ton clan et par le fait même augmenter les chances d'évolution et de survie. Et on a trouvé des choses, tout ce qui est empoisonnement dans un sens très libre, là, on a trouvé de la documentation qui disait que les animaux, surtout les primates, les singes, les grands singes, oui, effectivement, vont aller manger certains aliments pour aider la digestion et des choses comme ça. Par contre, moi, une recherche que j'avais faite qui était très difficile aussi à trouver de l'information, c'est les blessures. La première des choses, est-ce que les animaux se blessent? Et il y a très, très peu de données qui existent parce que la seule façon de pouvoir quantifier ça, c'est de vivre avec les animaux pendant plusieurs années. C'est la seule façon. Et donc, ça a très rarement été abordé comme type de recherche. Puis encore moins sur les tigres d'il y a 10 millions d'années. Oui, exactement. Et bon, c'est une chose de se faire attaquer, de se blesser, mais est-ce que un singe tombe de l'arbre et se casse une jambe? Est-ce que ça arrive dans la nature, ça? Semble-t-il que oui. Et le peu d'informations qu'on a disait qu'à peu près 7% d'accidents dans la nature. À peu près, pour tous les animaux. Fait que, bon, on est parti de là et on s'est dit, bon, mais comment ils font? S'ils ont un os cassé, est-ce qu'ils essayent de... Ben voilà, fait qu'on a extrapolé à partir de choses qu'on a trouvées comme ça. Voilà. Donc, dans le développement de tout ça, là, vous avez fait immensément de recherches, là, visiblement. On vous écoute, c'est super passionnant. Mais après ça, comment vous avez pu déterminer ce que vous appliquez puis qu'est-ce que vous pouvez pas appliquer? Je veux dire, vous avez sûrement beaucoup plus de matériel trouvé que de matériel utilisable dans un format jeu. Ben, oui. Dans les faits, ça n'a pas été aussi compliqué que ça. C'est qu'à partir de l'instant où le time frame du jeu, c'est de 10 millions d'années à il y a 2 millions d'années, on sait environ à quel moment les premiers outils de pierre sont arrivés, ce qui s'appelait les Older One Tools. On sait environ à quel moment est arrivé l'utilisation de certains outils pour dépecer des carcasses. Donc, moi, j'ai rapidement rentré dans cette fenêtre de temps-là les quelques preuves scientifiques de technologie qui existaient et j'ai fait un tech tree. Que si tel type de roche et tel type de roche existe, je peux faire tel type d'outil qui permet de faire ça. Et après ça, c'était juste une question de dire
d'avoir un choix narratif. Est-ce qu'on les met disponibles dès le départ ou est-ce qu'on garde des surprises pour la suite? Mais une fois, le mode de livraison des différents outils pour que le joueur puisse découvrir l'arbre technologique possible. Et qu'est-ce que est l'arbre technologique? C'est deux affaires différentes. Donc, ça n'a pas été si difficile que ça. Considérant que on est encore à 500 000 ans de découvrir les outils bifaces en pierre, donc de pouvoir faire des haches ou des lances. Donc, on est encore très, très tôt dans le début de la technologie. Et aussi, je te dirais que une chose qu'on apprend à force de faire des jeux vidéo, c'est que les contraintes sont tes amis, en fait. Parce que la créativité, en fait, ça se mesure en intensité, ça se mesure pas en grandeur. Fait que même si les contraintes te donnent un tout petit cube avec lequel travailler, tu peux mettre beaucoup de créativité à l'intérieur, mais ça t'aide parce que ça te limite par définition, en fait. Et là, ben, en sachant que c'est préhistorique, c'est l'Afrique, on voulait l'évolution générale de l'Afrique, à savoir une forêt tropicale, comme il y avait plus probablement à cette époque-là, une savane, des canyons et du désert. Bon, on savait ça. Ben, en partant, ça vient limiter pour chaque environnement. Et aussi, et c'est surtout à ça que je veux en venir, c'est qu'on fonctionne pas à l'envers. On dit pas, ben voilà tout ce qu'on peut manger dans le jeu. Non, c'est, OK, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Manger est une action. Donc, d'accord, qu'est-ce qu'on va manger? On part du gameplay et non pas de l'idée d'item ou donc on voulait, c'est clair qu'à cette époque-là, l'enjeu principal c'était la survie. Que veut dire la survie? Ça veut dire manger, dormir, se loger, boire, procréer. C'est assez, en fait, c'est la pyramide de Maslow beaucoup en fait qu'on a appliqué. Et ben voilà. Et là donc, ok, bon, qu'est-ce qu'on peut manger? Et là évidemment, on peut sortir 200 fruits, mais fruits, légumes et tout ça. Mais l'intérêt, c'est, ben OK, disons qu'il y en a 10 qui peuvent se manger comme ça, mais il y en a qui peuvent se manger grâce à un outil. Ah, voilà, là, le gameplay, faire des outils. Donc, on part du gameplay et de ces contraintes-là, et obligatoirement, ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Et donc, pour tous ceux qui aimeraient jouer à Ancestors, c'est disponible en ce moment sur le Epic Game Store. C'est ça, tout à fait. Et ça sera disponible sur console au mois de décembre, qu'on nous a dit. Voilà. Console le PS4, Xbox One. Exactement. Voilà. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup, Philippe. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant 2-3 semaines. Mais c'est pour vrai super intéressant. Donc, on souhaite à tout le monde qui n'a pas encore eu la chance d'essayer.